Bien évidemment, au préalable de tout, le droit de manifester, le droit d'exprimer une revendication, c'est une liberté fondamentale, ça, il n'y a aucun doute. Enfin, cette liberté, elle est quand même conditionnée. Et c'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui le rappelle, que nul ne peut être entravé dans l'expression de ses opinions, y compris religieuses, à condition que cela ne manifeste pas, ne provoque pas, les termes ne sont pas tout à fait ceux-là, un trouble à l'ordre public. Voilà, donc la manifestation, exprimer une revendication, oui. On comprend les réserves qui ont pu être exprimées par le ministre de l'Intérieur, le préfet de police de Paris, s'agissant de Paris, sur le fait que ça puisse se dérouler dans un certain calme. C'est ce que je vois a priori pour le moment, donc on ne peut que s'en réjouir. Maintenant, ce que ça exprime derrière, voyons aussi combien de personnes seront présentes, mais de toute façon, dans une société, vous aurez toujours un groupe de personnes qui aura quelque chose à porter. Et heureusement, nous avons des instances pour les porter. Nous n'avons pas que la rue. Donc, je ne suis pas choquée par le fait que certains aient envie encore d'exprimer quelque chose. Je me dis qu'il y a aussi de nombreux circuits, de nombreuses instances pour pouvoir le faire, et de façon très paisible et très démocratique. La priorité des Français était clairement exprimée. Ils ont une priorité numéro 1 qui est la santé. Ensuite, ils ont exprimé un souci sur l'emploi. Et on peut les comprendre. On sait que ça va être compliqué dans les semaines et mois qui viennent. Et puis le troisième point qui était un point sur leur sécurité. Et la santé et l'emploi, le plan de relance y répond. Et je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit, évidemment, c'est pas surprenant, mais nous ne sommes pas d'accord sur le fait de dire que le plan de relance s'occupe principalement des grandes entreprises. Non, heureusement, il y a une grosse partie du plan de relance qui est consacrée aux petites entreprises, qui sont 75% de notre emploi salarié en France, dont nous avons absolument besoin. Et il faut par ailleurs se réjouir du fait qu'elles ont déjà été très soutenues, notamment avec les prêts garantis par l'État, mais pas seulement, avec le chômage partiel, transformé en chômage partiel de longue durée. Donc on ne peut pas dire que pour le moment les gens soient laissés sur le carreau, on ne peut pas dire non plus que le plan de relance soit consacré uniquement aux grandes entreprises. C'est ce que vous dites. Je trouve ça infiniment regrettable que ces distances ne soient pas respectées. Il ne faut pas oublier que l'ennemi viral, le virus, est invisible. C'est impossible de le voir. On a 3-4 jours avant d'exprimer les symptômes pour ceux qui en auront, avant que les symptômes ne s'expriment. Et encore pour ceux qui en auront. Donc soyons prudents, s'il vous plaît. Mettez-vous à distance, tendez votre bras, on a les bras pour le faire. Mettez votre masque sur le nez. Là, nous avons des manifestants dont je comprends qu'ils ont déposé une demande d'autorisation qui leur a été accordée pour un itinéraire bien précis, avec un début, avec une fin, avec des horaires, avec une fluidité comme vous le rappeliez. Et je ne comprends pas pourquoi les personnes qui sont là cherchent à déroger à la règle qu'on leur a proposée, qui leur permet librement d'exercer leur droit de revendiquer. C'est incompréhensible de ne pas respecter les termes de la loi, les termes de la règle qui leur a été donnée. Ça ne se comprend pas. Et aujourd'hui, il est très clair. Le préfet de police l'a rappelé. Le Premier ministre avant lui l'avait dit également, il est hors de question que l'ordre républicain soit sabordé, il doit être absolument respecté. Je voudrais simplement revenir sur un point sur cette manifestation, sur les images que nous voyons là. Moi, je suis frappée par une chose. Si nous avons un cordon de policiers qui est calmement installé, qui est là pour canaliser et pour protéger les manifestants, n'oublions pas qu'ils sont là également pour protéger les manifestants. Et quand je vois des manifestants qui s'avancent vers eux, je ne comprends pas. Moi, il me semble que lorsque je vois devant moi un cordon de policiers, la question qui me vient à l'esprit, c'est donc c'est pas par là que je devais aller, c'est donc dans une autre direction. Donc je ne comprends pas le fait que des manifestants avancent vers un cordon de policiers, alors qu'à l'évidence, c'est pas dans cette direction-là que devait aller la manifestation. Il y a vraiment un problème de respect de l'ordre qui frappe clairement sur ces images. Là, nous avons en ce moment des serveurs, des serveuses, des plongeurs, des gens qui entretiennent les hôtels, qui travaillent dans les hôtels, les restaurants, qui ne peuvent plus, qui sont eux sur le carreau, comme vous le disiez tout à l'heure, et qui bénéficient du chômage partiel longue durée. Très bien, mais c'est pas un but en soi dans la vie. Tout ça pourquoi? Parce que ces images-là font qu'effectivement, un certain nombre de personnes qui habitent à l'étranger, qui pourraient venir, pour le moment en tout cas, des pays européens, et ne viennent pas. Les hôtels sont vides. Les hôtels sont vides. Regardez les images, madame. Donc, mais ces images-là, enfin, voyagez, moi pour être à l'étranger, je peux vous dire, ces images sont catastrophiques, visiblement, il y c'est a un des tirs de désastre. gaz lacrymogène parce qu'il y a des algécos qui ont été jetés. Les inégalités, j'entends, il y a une note, je suis d'accord, je l'ai lu également. Il y a effectivement des choses qui se creusent, mais pour autant, n'oublions pas aussi, il ne faut pas regarder les choses sous un seul angle, n'oublions pas également que dans le même temps, la France a permis, grâce à des dispositifs fiscaux qu'on peut déplorer par ailleurs, mais qui ont malgré tout des avantages, on a considérablement augmenté le nombre d'investissements étrangers en France qui ont tous créé des emplois. Et des emplois, c'est ça dont nous avons besoin. Je rappelle qu'avant la crise sanitaire actuellement, nous avions réussi à faire baisser le chômage en dessous des 8%, donc avec des résultats. Donc ensuite, il y a également
évidemment des mesures qui ont été prises pour les jeunes. Vous parlez des APL qui concernent un certain nombre de personnes. Et s'agissant des jeunes, vous avez maintenant des repas au Crous à 1 € qui sont un impact sur leur budget qui est bien plus considérable que l'impact qu'avaient eu les APL auparavant. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont prises et ensuite tout ne se fait pas du jour au lendemain. Les mesures sociales, oui, il y a des choses qui sont faites mais dont l'impact n'est pas forcément mesurable tout de suite. On peut le regretter, mais ça se met en place. Je suis désolée, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place et qui permettent d'aider, notamment sur l'aide au salaire. Je prends l'exemple des forces de l'ordre que nous avons là sous nos yeux actuellement. C'est 100 € de plus par mois pour les gardiens de la paix, un certain nombre de cadres des forces de l'ordre. Voilà. Pour un mot relocalisation, car tout n'est pas possible. Quand on regarde dans certaines filières, ça n'est pas possible. Au moins sanitaire, alimentaire, électronique. Nous sommes interdépendants. Il y a des choses que nous consommons. J'entendais ce matin un reportage sur le riz. Nous fabriquons du riz en Camargue. En avons-nous suffisamment et à un prix abordable pour tous? Parce que je rappelle, il y a une chose qui est importante aussi, c'est que ça coûte cher d'être pauvre. Ça coûte cher d'être pauvre et qu'il y a un certain nombre de produits de la vie courante, bien mangés, ça coûte extrêmement cher. Donc je parlais du riz puisque nous en importons beaucoup, d'Asie notamment. Voilà des filières pour lesquelles tout n'est pas relocalisable au prix auquel chacun pourrait se permettre de se l'offrir. Donc là, il y a un vrai sujet. Ensuite, il y a des filières pour lesquelles nous n'avons pas les matières premières, que nous ne pouvons pas remettre chez nous. Donc il faut admettre que nous sommes interdépendants. En revanche, cette indépendance ne veut pas dire dépendance. Et c'est là qu'il faut travailler, à voir comment nous pouvons être plus autonomes, comment nous pouvons définir des filières dans lesquelles nous pourrions diversifier nos sources d'approvisionnement, de façon à ne pas être dépendants d'un seul pays. On voit ce que ça a donné là, sur le matériel médical avec la Chine. Comment nous pourrions peut-être, sur le même modèle que l'énergie, nous n'avons pas d'énergie fossile, mais un petit peu de gaz, mais à peine. Et donc nous stockons, avoir une capacité de stockage, une capacité de mobilisation en cas de besoin. Donc soyons le plus autonomes possible, le plus lucide possible. Nous avons besoin de cette interdépendance, sinon il ne faut pas se leurrer. Si on veut pouvoir fabriquer demain les jeans en France ou les t-shirts, on ne les paiera pas quelques euros, hein. Ça sera beaucoup plus que ça, et donc ça sera encore moins. Les économistes vous disent on va créer des emplois, donc on va enclencher un cercle vertueux. Ça va, il faut y aller progressivement, il ne faut pas faire rêver. Des Je pense qu'il faut dire la vérité etc. aux Français, il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi, qu'on ait un objectif d'être le plus autonome possible, de rendre les choses les plus accessibles possibles, que chacun puisse se nourrir correctement, se soigner correctement, se loger correctement, s'habiller correctement. Oui, faisons-le chaque fois que nous avons la possibilité de remettre une industrie, peut-être une nouvelle industrie, notamment dans le secteur de l'innovation, plutôt que de se poser la question qu'on s'est posée il y a 40 ans, c'est sans doute pas posé d'ailleurs, et on a laissé tout un tas d'objets technologiques se faire fabriquer ailleurs et nous en devenir totalement dépendants. On voit que par ailleurs, nous avons dans le même temps une politique de défense de notre industrie automobile qui a fonctionné. On a une industrie automobile très solide en France. On est l'un des pays qui a encore une industrie automobile, là où beaucoup l'ont totalement perdue. Avec beaucoup d'usines à l'étranger quand même. Mais alors, c'est peut-être là qu'il faut se poser la question de voir comment on peut... Oui, mais est-ce qu'il faut se poser la question aussi de comment on peut... Sur ce que cette crise sanitaire pouvait révéler, il y a un point qui... moi, me parle profondément, qui est le fait que brutalement, nous avons vu apparaître quelque chose qui s'appelle la frontière, qui n'existait plus. On avait oublié qu'il existait des frontières. On pouvait circuler à peu près librement. On pouvait simplement, parfois, dans certains pays, avoir besoin d'un visa pour circuler. Et d'un seul coup, ces frontières sont réapparues. Avec aujourd'hui une entrave forte dans le monde entier à la liberté de circulation des biens et des personnes et des services. Et ça veut dire aussi qu'on va avoir un impact économique fort du fait de la difficulté de ces échanges. Car nous sommes dans un monde dans lequel nous échangeons les uns avec les autres. Nous n'avons pas le choix. Parfois, nous devons, pour des raisons qui sont peut-être historiques, qui ne sont pas forcément modifiables, nous rapprocher des endroits où nous avons les matières premières pour faire fabriquer les produits et les ramener après. Il est parfois plus coûteux, y compris sur le plan environnemental, de faire venir les matières premières pour ensuite les faire fabriquer le produit fini en France. Tout ça est infiniment complexe. Et moi, ce que je retiens de plus, c'est vraiment cette entrave à la liberté de circulation individuelle qui a des conséquences très très graves en ce moment. On a des drames humains qui sont en train de se jouer avec des gens qui sont séparés depuis des mois et des mois, des entreprises, je pense à des PME. Je vais prendre une PME simple en France qui avait un projet d'exporter ses produits. Ça, c'est tout à notre avantage. Ça crée de l'emploi en France. Hein. C'est très important qu'une PME puisse exporter. Dans l'export, c'est à peu près 3/4 de PME qui font notre export et qui n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'elle avait un salon où elle devait aller présenter ses produits. Je pense notamment à la Chine, parce que nous avons des PME françaises qui exportent des produits vers la Chine. Il faut s'en réjouir de cela, c'est pour nos emplois. Eh bien, cette PME n'a pas pu le faire parce qu'elle n'a pas pu envoyer quelqu'un. On n'avait pas le droit de voyager. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment un drame. Et pouvoir lever les frontières, tous les pays sont en train de se refermer. Je le regrette
infiniment, car on peut respecter des conditions sanitaires sans fermer nos frontières. Juste pour ajouter ce que vous dites tout à l'heure sur la démocratie participative, dire qu'il y a déjà une autre expérience dont on a moins parlé, hélas, mais il y a une autre expérience en même temps, enfin pas expérience d'ailleurs, action de démocratie participative, puisqu'il y a une autre assemblée participative qui a été constituée autour du précédent ministre de l'Intérieur sur la sécurité et qui doit donc produire un livre blanc sur la sécurité intérieure. C'est le même principe que la Convention citoyenne sur le climat, avec des citoyens tirés au sort qui ont travaillé avec le ministère de l'Intérieur sur le sujet, qui devait rendre ses conclusions un peu plus tôt, mais bon, les conditions sanitaires et le Covid ont un peu ralenti tout ça, donc le livre blanc la sortie du livre blanc est un peu retardée, pour vous dire que ces expériences de démocratie participative ont vraiment pris racine maintenant, je pense, dans notre fonctionnement démocratique. C'est une bonne chose je mettrai quand même une toute petite mise en garde. D'abord, saluer tous les maires, notamment, il y a beaucoup de maires qui font des expériences de démocratie participative et qui marchent très bien, qui fonctionnent très bien, mais faisons juste attention à un point, et je le vois bien dans la petite commune dans laquelle je suis élue municipale maintenant, le risque c'est que certains citoyens soient très intéressés et viennent et participent vraiment, et d'autres beaucoup moins intéressés, et il faut le respecter, et du coup ne viennent pas. Donc faisons très attention à ce que cette démocratie participative ne devienne pas élitiste en quelque sorte.